quelque part à Bagdad en Irak. Ce prisonnier de l'armée irakienne fait partie du groupe État islamique. C'est un homme violent. Il rejette le monde qui ne partage pas ses idées. Avant son arrestation, c'était un chef. Il dirigeait une cellule de terroristes. Condamné à mort, il attend l'application de sa sentence. Tu as tué des gens? Ouais, Beaucoup? ouais. Ouais, j'ai assassiné en 2006, en 2007, jusqu'en 2010. J'aimais faire ça. J'étais doué. Je pouvais marcher à côté de quelqu'un, rigoler avec lui et lui tirer une balle dans la tête. J'étais un artiste. Un vrai de vrai. Ce terroriste a passé 10 ans au cœur du djihad. Il connaît les secrets et les méthodes des islamistes. Daesh est né à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. La plupart des dirigeants étaient des prisonniers d'Abu Ghraib et de Boka. En prison, on avait une formation coranique et une formation à la stratégie de la guerre. Je ne te dis que la vérité. Je suis condamné à mort et personne ne va venir me sortir de là. Quelle est la stratégie de Daesh? Propager. Propager l'idéologie de l'État islamique partout dans le monde. Et ceci a été décidé bien avant la création de Daesh. Avant la naissance de l'État islamique, tout était déjà écrit. En 2006, ce djihadiste a été recruté et formé derrière les murs d'une autre prison irakienne. La prison d'Abu Ghraib, à l'époque, aux mains de l'armée américaine. D'après le condamné à mort, c'est ici qu'est née une partie de la stratégie de ce qui allait devenir la plus grande organisation terroriste du monde. Abu Ghraib est un symbole pour les djihadistes. Elle a fermé ses portes en 2013. Aujourd'hui, les djihadistes veulent la détruire. C'est par là l'entrée des cellules? Sur ta droite. Par peur de représailles, aucun des responsables du site n'ose apparaître à l'image. Je suis prié de faire la visite, seul. Depuis sa fermeture, c'est la première fois qu'une caméra est autorisée à y entrer. Souvenez-vous, des images des détenus irakiens torturés par des soldats américains. C'était ici. Humiliés, certains se sont radicalisés. À l'intérieur, rien n'a changé. Des murs délabrés. 2400 prisonniers étaient enfermés dans des cellules comme celle-ci. Avec comme seul passe-temps des livres, aujourd'hui poussiéreux. La seule lecture qu'ils s'autorisaient était le Coran, le livre sacré des musulmans. Un peu plus loin, dans un couloir, une fresque peinte par un prisonnier. Une tête coupée, un djihadiste faisant face à des chars ennemis, un dessin prémonitoire. Pour ce condamné à mort, le groupe État islamique est né en 2006 dans les prisons irakiennes. Pour Abou Bakr al-Baghdadi,
Le groupe État islamique est né en 2013 à Mossoul en Irak, lorsqu'il s'autoproclame émir de cette organisation. Où se situe la vérité? La création du groupe État islamique n'est pas due au hasard. Ces hommes ont une histoire, une stratégie et un objectif construit au fil du temps. Mon enquête démarre en Syrie, à Kobané, une ville située à la frontière de la Turquie. Le groupe État islamique a essayé pendant des semaines de mettre la main sur cette ville. Face à la résistance des combattants kurdes, il n'a jamais réussi. À quel prix? 600 morts, 400 000 déplacés et une ville en ruine. Mustapha est un Kurde syrien. Avant la guerre, il était étudiant. Il a survécu à l'assaut de ceux qu'il surnomme les Corbeaux Noirs. Quand je marche dans ces rues, je pense à tous ceux qui vivaient ici. Je suis triste. Les murs, ce n'est pas si important que ça. Le plus important, ce sont les souvenirs que les familles et les enfants ont perdus. Et tout ça à cause du terrorisme. Mustapha choisit de combattre les djihadistes à sa manière. Il aide les journalistes sur le terrain. L'objectif de mon voyage en terre syrienne est de découvrir l'origine du groupe État islamique. Avec Mustapha, je vais parcourir des centaines de kilomètres en zone de guerre. Mon but, rencontrer l'armée libre syrienne. Ce sont eux les premiers témoins de l'arrivée des djihadistes. Salut camarades. Bonjour. Nous allons vers la ligne de front. Comment? Vers la ligne de front. Allez-y. Cette route mène à Raqqa? Oui, elle mène à Raqqa. Et sur le chemin, il existe encore des zones tenues par Daesh. Cette route, je l'ai déjà empruntée en 2011. Je voulais filmer ces manifestations contre le dictateur Bachar al-Assad. À l'époque, elles étaient pacifiques. Face à la répression du dirigeant syrien, une force armée est née pour protéger ces révolutionnaires. Son nom, l'armée libre syrienne. Dans leur combat, ils se sont alliés avec les islamistes. L'armée libre syrienne pourra sans doute m'expliquer comment des radicaux ont pu en quelques mois s'imposer et finir par détenir un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne. Pour les rencontrer, avec Mustapha, je vais d'abord traverser la ville de Tal Abyad, une cité qui a été dirigée par les djihadistes pendant plus d'1 an. Ici, 30% de la population soutiendrait encore les hommes en noir. C'est aussi dans cette ville que le 10 janvier se serait perdue la trace de Hayat Boumediene, la compagne d'Hamidi Koulibaly, le preneur d'otages de l'hypercachère de Paris. Je vais te montrer la cage où Daesh enfermait tous ceux qui ne suivaient pas ses règles. Et cela sous les yeux de la population. Et la voici cette cage. Les habitants n'osent pas la détruire. C'est ici qu'a été tournée une partie des images de propagande des djihadistes, où des Syriens étaient enfermés comme du bétail. Ils jetaient les gens dans cette cage pour une journée ou deux sans nourriture, sans rien. Ils cadenassaient cette porte. Ils terrorisaient les gens. Ils les humiliaient dans cette cage. Tu ressens quoi en étant à l'intérieur? Je me sens mal.
Je me sens vraiment pas bien. Vous imaginez être là devant tout le monde? Qui mérite ça? Être puni aussi sauvagement? La majorité de la population de la ville est sunnite. Elle s'est pliée de gré ou de force aux règles des islamistes. Cette jeune femme, Erin, est une amie de Mustapha. Pendant un an, elle n'observait la vie qu'à travers le grillage de sa burqa. Si Daesh était encore là, on t'aurait coupé la main avec tes cigarettes. Aujourd'hui, elle savoure sa liberté. Elle marche la tête haute dans une ville qui vit toujours au rythme des attentats. Les gens ont peur. Tu as vu comment ils s'écartent à la vue d'une caméra? Ils ont vécu sous la terreur. Et comme les attentats continuent, alors ils ont peur. Ils sont tous terrorisés. Les femmes circulent de nouveau seules dans les rues. Mais cette liberté reste fragile dans une ville marquée par la barbarie. Ça, c'est le rond-point de la mort. C'est ici que Daesh égorgeait les gens. Après avoir coupé une tête, ils l'accrochaient ici, sur ces barres. Ils obligeaient les familles des condamnés à assister à ça. Les enfants sont aujourd'hui imprégnés de cette barbarie. Ils ont sûrement changé. Daesh a fabriqué les terroristes de demain. La route est longue et risquée vers l'armée libre syrienne. Il faut traverser un territoire aujourd'hui aux mains des Kurdes. Sans leur escorte, personne ne peut circuler. Sur le chemin, pas une âme qui vive. Les villages sont désertés et les routes éventrées par des mines installées la nuit par les djihadistes, à l'abri des regards. J'arrive à Enissa, une petite bourgade. Personne à l'horizon. Cette ville était dirigée il y a tout juste quelques semaines par le groupe État islamique. Je décide de m'y arrêter. Peut-être que cette ville fantôme peut m'éclairer sur l'organisation des djihadistes. Y a-t-il encore les traces d'une administration? La couleur noire domine les façades. Un panneau indique la direction du siège de la police islamique. Mustapha observe le lieu, hésite à s'approcher, comme s'il craignait encore de voir surgir un djihadiste arme à la main. Sur la façade est écrit « Police islamique de la région de Raqqa de Aïnissa ». Du moment que la porte est fermée, il y a de fortes chances que l'endroit soit encore piégé par des mines. C'est une cage? Peut-être. Vous pensez que l'on y jetait des gens? Je n'en suis pas sûr. Mais derrière ces barreaux, il y a probablement des cellules. On y jetait tout le monde, même les enfants. Aïnissa est le dernier rempart avant Raqqa, la capitale syrienne des djihadistes. Une ville stratégique. Ils essayent encore de la reprendre. Chaque pas ici rappelle les crimes commis par les islamistes. Derrière cette porte, le temple du pouvoir. Depuis leur fuite, il a perdu de sa splendeur. C'est leur sigle. C'est un bon pour recevoir de la nourriture ou du pain. C'est la même chose. Ne touche à rien. Peut-être que derrière ces dossiers, il y a une bombe. C'est pour ça que tu as l'air d'avoir peur? Oui, j'ai pas envie d'y toucher. L'atmosphère est pesante.
J'ai la sensation que les djihadistes hantent toujours les lieux. On dirait le bureau du chef. C'est celui du cher ou de l'émir. Un émir qui avait droit de vie ou de mort sur la population. Tiens, regarde une affiche de Daesh. Elle indique la méthode pour imposer l'islam, leur vision de l'islam à la population. Comment se vêtir ou reconnaître un mécréant, tout y passe. Des règles d'un autre âge. Allez, faut y aller. L'armée syrienne libre n'est plus qu'à 50 km. Le temps presse. La route n'est pas sûre. Et un couvre-feu interdit toute circulation après la tombée de la nuit. Au loin, un poste d'observation kurde. Ici, ce sont des femmes qui font face aux djihadistes. Pour y accéder, il faut attendre leur feu vert. Regarde, la camarade nous a vus. Des femmes en armes. Un défi à des hommes qui ne reconnaissent aucun droit au sexe opposé. Ces unités de combattantes liées au PKK, organisation considérée par l'Union européenne comme terroriste, étaient hier encore infréquentables. Aujourd'hui, elles sont armées et entraînées par la France et les États-Unis. Pour éviter les tirs de l'ennemi, elles ont construit des tranchées, mais aussi des centaines de mètres de tunnels. Allez, suivez-moi. On va vers l'extérieur. Très souvent médiatisées, ces femmes rêvent toutes d'un Kurdistan indépendant. On ferme ça pour que Daesh ne nous repère pas. Dès qu'il y a quelque chose, une attaque, on sort d'ici pour se positionner. Ils ne sont pas loin. Difficile d'imaginer que de l'autre côté du fleuve, dans ce paysage à couper le souffle, se terre dans l'ombre des djihadistes. Vous voyez, de ce côté-ci, ce sont nos positions. Et de l'autre côté du fleuve, derrière cette colline, c'est là que Daesh se trouve. Le lendemain, je vais pouvoir rencontrer l'armée libre syrienne, ceux qui ont côtoyé les combattants du groupe État islamique. Sur la route, les voitures calcinées se succèdent, mais aussi des centaines de camions chargés de marchandises. Même en temps de guerre, le commerce ne s'arrête jamais. Tourne par là. J'aperçois pour la première fois le drapeau défraîchi de la révolution syrienne flotter sur ces terres. Et voici leur base. Ils sont une poignée d'hommes faisant face aux islamistes. Leur nom de guerre, les révolutionnaires de Raqqa. À mon arrivée, Abou Saïf, leur chef, semble préoccupé. Un homme sorti de nulle part s'est approché un peu trop près de la base. La tête d'Abou Saïf est désormais mise à prix par les djihadistes. Il craint des attentats suicides. Bonjour, j'ai une demande à faire. Cet homme est venu demander le droit de franchir la ligne de front. Il veut se rendre dans la zone occupée par le groupe État islamique. Tu fais un va-et-vient entre Raqqa et ici? Non. Ici, à quelques mètres de l'ennemi, difficile de faire la différence entre les djihadistes et les autres. C'est des hommes comme vous qui ont permis à Daesh d'être là. C'est votre sympathie pour eux. Je vous jure, moi je n'y suis pour rien. Daesh, toi, tu les aimes bien? Non.
Allez, on arrête là. Tu dois partir maintenant. L'homme n'obtient pas son droit de passage. Cet homme ne veut pas l'avouer, mais il va chez Daesh. Ce sont des gens sans éducation. Et ce sont ceux qui ont perdu la tête qui y vont. Il y a ceux qui veulent se marier. Daesh paye leurs cérémonies. C'est pour ces raisons qu'ils vont chez l'ennemi. Celui-là, c'est un mec de Daesh. Un paumé. L'armée libre syrienne a perdu le pouvoir de ses débuts. Après avoir été applaudie par les manifestants, soutenue par l'Occident, elle est quasiment tombée dans l'oubli. Une armée encerclée dont la voix n'arrive plus jusqu'à nous. Ce sont eux les premiers à avoir vécu l'arrivée des djihadistes. Et à l'époque, les radicaux avançaient masqués. Ils portaient un autre nom, Jabhat al-Nusra. Lors du premier combat à Tal Abyad, c'était sur un checkpoint. Il y avait un groupe qui portait le nom de Jabhat al-Nusra. Et là, je suis sincère avec toi. Moi et les combattants de l'époque, on les trouvait très respectueux. Pour nous, Jabhat al-Nusra était juste le nom d'une unité comme les autres. Nous, on n'a jamais été des islamistes. On pensait juste à défendre la liberté, la démocratie contre le pouvoir de Bachar. Ils étaient comment? Ils étaient organisés? Très organisés, très structurés. C'était impressionnant. À votre avis, pourquoi ont-ils réussi? C'est grâce à ça. C'est vraiment bien après que l'on a découvert que Jabhat al-Nusra étaient des djihadistes d'Al-Qaïda. Jabhat al-Nusra est la branche armée d'Al-Qaïda en Syrie. Elle a infiltré la révolution syrienne depuis ses débuts. Fin 2012, lors d'un de mes tournages à Alep en Syrie, j'ai filmé une manifestation pacifique où des djihadistes étaient applaudis par des révolutionnaires. La plupart de ces Syriens ignoraient l'appartenance de Jabhat al-Nusra à Al-Qaïda. Et à l'abri des regards, les combattants d'Al-Nusra n'hésitaient pas à distiller leurs idées. Une vidéo le prouve. Elle a été filmée par le téléphone portable d'un ancien révolutionnaire. Elle m'a été transmise par l'un d'entre eux, au péril de sa vie. C'est l'unique vidéo connue à ce jour qui montre comment un djihadiste essaye de convaincre des révolutionnaires. Pour lui, leur salut ne peut venir que des membres de son clan. Premièrement, l'Occident n'a rien fait pour vous depuis le début de la Révolution. Deuxièmement, vous n'avez pas accepté quoi que ce soit des Juifs et des Occidentaux. Vous avez compris? Et nous, on est là pour vous. On ne fait de mal à personne. Mais quand même, si l'Occident nous voulait du mal, ils auraient fait en sorte de fermer la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ils n'auraient pas laissé passer les armes. Et même vous, vous n'auriez pas pu arriver en Syrie. Écoute-moi bien. L'Occident se moque de vous. Les Occidentaux renient même l'existence de Dieu. Ces jeunes révolutionnaires d'une vingtaine d'années sont une cible idéale. Difficile alors d'arrêter l'infiltration des djihadistes. Une stratégie inattendue va leur permettre de s'enraciner. Bachar al-Assad, le président syrien, ne les bombarde pas. Il va concentrer ses frappes sur l'armée libre syrienne. Nous sommes un peuple simple et pauvre. Bachar al-Assad nous a dirigés d'une main de fer pendant 40 ans. Eux, ils ont réussi à se foutre de nous. Ils ont attiré les gens avec de l'argent ou avec leur idéologie.
Je suis furieux maintenant. L'armée libre syrienne s'effondre, tandis qu'Al-Qaïda s'impose en Irak et en Syrie. C'est une rivalité en 2013 entre deux chefs de guerre d'Al-Qaïda qui va faire naître un nouveau groupe, l'État islamique. Et ceci sous le regard de leur chef, le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, successeur de Ben Laden. Ces deux lieutenants s'opposent. Le premier, Mohamed al-Joulani, le dirigeant d'Al-Qaïda en Syrie. Le second, Abu Bakr al-Baghdadi. Il était le responsable de la branche irakienne d'Al-Qaïda. Abu Bakr al-Baghdadi veut évincer son homologue en Syrie, Mohamed al-Joulani. Al-Joulani s'y oppose, il le déclare dans un communiqué. Moi, le chef de Jabhat al-Nusra, je réitère mon allégeance au chef d'Al-Qaïda, al-Zawahiri, que Dieu le garde. Désavoué par les deux autres leaders, Abu Bakr al-Baghdadi décide de quitter Al-Qaïda. Il choisit l'indépendance et s'autoproclame l'émir des croyants. C'est donc en mars 2013 qu'al-Baghdadi déclare la naissance du groupe État islamique. Écoutez-moi, mes frères. D'après la loi divine, il n'y aura sur cette terre que ce qui est écrit par Dieu. La charia doit être appliquée et les frontières doivent disparaître. Un nouveau drapeau est né. Il le plante entre l'Irak et la Syrie. Mais qui est Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est émancipé d'Al-Qaïda avant de défier le monde? Pour répondre à cette question, direction l'Irak. Et voici le seul homme à oser m'aider à pénétrer dans la ville natale de l'émir du groupe État islamique. Tu veux en savoir plus sur al-Baghdadi? Oui. Samara est bien sa ville natale? Oui, bien sûr. Abu Bakr al-Baghdadi est né à Samara. Son vrai nom est Ibrahim Awad Ibrahim de Samara. C'est donc ça son vrai nom? Regarde, ce sont les mères de famille de la ville. Abu Bakr al-Baghdadi a vécu dans une cité conservatrice située à 135 km de Bagdad. Et voici la première mosquée où il a été un imam. Jusque-là, aucune caméra n'a été autorisée à y pénétrer. Pourquoi la porte est fermée? J'ai envie de prier. Difficile de croire que celui qui est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 a démarré sa carrière derrière cette porte. Il avait une association pour enseigner le Coran. Il a enseigné ça aux tout petits enfants. C'était ça son travail? Oui, il apprenait le Coran aux enfants. Le chef du groupe État islamique qui commandite des attentats au Moyen-Orient comme en Europe, dirigeait ici, il y a quelques années, la prière de quelques fidèles. Il se mettait là pour faire son discours. Mon guide l'a connu. Il a suivi ses prêches et a prié à ses côtés. Abu Bakr al-Baghdadi, est-ce qu'il tenait à l'époque un discours extrémiste? Du tout. Son discours était mesuré, basé sur les préceptes de l'islam, le vrai islam. Il n'était pas violent, il ne poussait pas au meurtre. C'était un homme éduqué. Comment cet imam s'est radicalisé? À l'époque, al-Baghdadi était modéré. L'armée américaine, elle, pense le contraire. En 2004, soupçonné d'appartenir à Al-Qaïda, elle l'envoie en prison.
Pourquoi a-t-il changé à votre avis? Il a changé quand les Américains l'ont mis en prison. Je suis sûr qu'il a subi des choses là-bas. Quand il est sorti, il était transformé. Il était devenu violent. Un extrémiste qui pousse au crime. Vous savez très bien tout ce qui se fait en Irak, en Libye, au Yémen. Ce que fait Daesh. La famille d'Abou Bakr al-Baghdadi vit encore dans cette ville. Personne ici n'ose s'aventurer sur son territoire sans y être invité. C'est le quartier de la famille al-Baghdadi. C'est une grande tribu. C'est l'une des 7 grandes familles de Samarra. Pour accéder à son quartier, je demande l'aide de l'armée irakienne. Après des heures de négociations, le colonel de l'unité de Samarra accepte de m'escorter. Chars et voitures blindées, un convoi exceptionnel pour accéder au fief de l'émir du groupe État islamique. Où êtes-vous? On va bientôt arriver. Mettez-vous en position sur la route. À Samarra, Abou Bakr al-Baghdadi ne manque pas de soutien. Ils sont 1700 à porter le nom de sa tribu, Al-Badri. Il n'a pas réussi à mettre la main sur sa ville natale, malgré sa puissante tribu. Il ne peut pas, et si Dieu le veut, il ne pourra jamais. Samarra est un rocher difficile à prendre. Et d'ailleurs, on a repoussé les djihadistes à 15 km à l'est d'ici. Nous sommes maintenant dans le quartier de l'assassin al-Baghdadi. Au bout d'une impasse, voici sa demeure. Mettez-moi une voiture à l'entrée de la rue. Et postez-vous sur le toit. Allez, on y va. La maison lui appartient toujours. Et curieusement, ce sont des réfugiés irakiens qui y habitent. Tu sais chez qui tu habites? Chez Abou Bakr al-Baghdadi. Et vous êtes d'où? On est des réfugiés de la région. Pourquoi vous êtes des réfugiés? À cause de Daesh. À cause de Daesh. Et vous êtes installé chez al-Baghdadi, l'émir de Daesh. C'est une compensation pour vous. Al-Baghdadi a détruit notre maison. On vit aujourd'hui dans la sienne. Conséquence de la guerre menée par Abou Bakr al-Baghdadi, 5 millions de réfugiés sont sur les routes de l'Exode. Ironie du sort, les membres de sa tribu tolèrent la présence de ces réfugiés, contre quelques billets verts par mois. À l'intérieur, rien d'exceptionnel. L'émir du groupe État islamique partageait ce 3 pièces cuisine avec sa femme et ses 4 enfants. Avant, c'était vide. Des gens nous ont offert de quoi nous meubler. À l'étage, des habitants d'un autre genre. Tout ça est modeste? Eh oui, c'est ça la maison d'al-Baghdadi. Un imam de quartier devenu en quelques années l'un des hommes les plus dangereux du monde. Comment expliquer cette ascension? Abou Bakr al-Baghdadi a été emprisonné en Irak. À la même époque, Saddam Hussein venait d'être évincé par les Américains. Et ses officiers, pour restaurer leur pouvoir et reconquérir le pays, ont rejoint Al-Qaïda. Abou Bakr al-Baghdadi a fréquenté en prison ses anciens officiers irakiens. L'ont-ils aidé à bâtir l'État islamique? Pour le vérifier, je vais retourner en Irak à Tikrit, dans le fief historique de Saddam Hussein. Sa région natale est située à 150 km de Bagdad.
J'ai fait le stock d'essence car il n'y en a plus sur la route. J'ai réussi à convaincre le plus haut responsable de la zone de me recevoir. Ce sont ces hommes qui m'escortent sur le trajet. La route n'est pas sécurisée. L'Irak est aujourd'hui entre les mains d'une soixantaine de milices. Saddam avait interdit à tous les Irakiens de s'y rendre. Mais toi, tu pouvais y aller? Impossible. Moi, j'avais peur de venir à Tikrit. En venant ici, j'aurais sûrement fini mort ou dans une cellule. Et même aujourd'hui, j'ai peur de tout le monde. Des chiites, de Daesh, des checkpoints, des snipers, de tout. Cette route est une vraie merde. À l'entrée de la ville, le palais de Saddam rappelle que le cœur du pouvoir était bel et bien ici. C'est aussi dans cette région que l'armée américaine avait réussi à capturer Saddam Hussein. Il s'était réfugié parmi les siens. Aujourd'hui, une partie de ses anciens officiers ont formé une milice. Ils sont tous regroupés dans cette caserne. Ceux-là n'ont pas rejoint les djihadistes. Ils les combattent. Yazin el-Jubouri, leur chef, est l'homme le plus puissant de la région. Fils d'un haut dignitaire de Saddam Hussein, il finance avec son héritage la guerre contre le groupe État islamique. Comme le veut la tradition, ce diplômé d'une prestigieuse école londonienne est revenu sur sa terre natale pour diriger ses troupes. Nous partons en convoi vers la ligne de front. À l'époque où les Américains étaient en Irak, vous les combattiez? Oui. Tous les sunnites en Irak étaient contre la présence américaine. Et bien sûr, moi j'étais un résistant. Et je considérais que tous ceux qui soutenaient les Américains méritaient la mort. Les soldats comme les civils méritaient la mort. Ici, l'ennemi a d'abord été américain avant d'être le groupe État islamique. Regarde mes hommes, ils vivent sous des tentes. Sous la pluie, dans le froid, ils ne bougent pas. Les combattants de Yazin font face aux djihadistes, 20 km de tranchées, l'une des plus grandes lignes de front en Irak. Et ici, le chef est respecté et craint. Malgré les tirs, ses officiers prennent le temps de le saluer. Ils ont vu la poussière provoquée par notre convoi et ils ont commencé à tirer. Nous, on riposte. Les djihadistes ne sont qu'à 700 mètres de là. Tu entends leurs tirs? Personne n'est à l'abri d'un obus. Les officiers de Yazin lui conseillent de quitter les lieux. Lui décide de montrer l'exemple et d'encourager ses troupes avant de s'éclipser. Sans savoir si j'aurai l'occasion de le revoir, je décide de l'interroger sur place. En 2005, quand vous étiez membre de la résistance, vous pensiez que la situation allait devenir comme celle-ci? Je me doutais bien qu'un jour on allait devoir combattre Al-Qaïda. Mais jamais je n'aurais pensé qu'un jour il deviendrait Daesh, avec cette force de frappe. Je ne pouvais pas l'imaginer. Mais à l'époque, Al-Qaïda et vous étiez main dans la main pour combattre les Américains.
Oui, mais le danger aujourd'hui des djihadistes est bien plus grand que celui des Américains. Un colonisateur finit par partir. Mais Daesh, ce sont les enfants de la région. Les combattre est beaucoup plus dur et plus compliqué. Les combattants de Yazin, autrefois associés aux djihadistes, ont choisi leur camp. Aujourd'hui, ils doivent oublier que parmi leurs ennemis se trouve un membre de leur famille. Vous êtes des sunnites et vous êtes en train de combattre les sunnites de votre région, de votre famille, de votre terre. Tous les terroristes doivent être combattus. Les djihadistes n'appartiennent à aucune tribu, ni à aucune communauté. D'accord, nous sommes sunnites, et ils sont sunnites. Mais c'est nous qui avons payé le prix fort de cette guerre contre Daesh. Des frères devenus des ennemis. Le groupe État islamique a réussi à diviser les sunnites d'Irak. Yazin rêve de libérer Mossoul, leur capitale. Les anciens camarades de combat de Yazin, ceux qui ont choisi le camp d'en face, je les ai rencontrés il y a 10 ans. À l'époque, ils combattaient sous la bannière d'Al-Qaïda. Leur cible, l'armée américaine. Nous sommes en 2006. Ce jour-là, ils circulaient armés, escortés par une voiture éclaireur pour éviter les barrages des autorités. Il avait fallu 1 an de tractation pour convaincre ces djihadistes d'accepter de me parler. Les conditions étaient définies à l'avance. Leur mode d'action était déjà de commettre des attentats, comme le groupe État islamique. Ce sont des camions qui transportent du matériel pour l'armée américaine. Nous, les djihadistes, on est informés de l'heure de leur passage et on fait en sorte de les pulvériser. Tu as vu? La pêche est bonne aujourd'hui. Des anciens officiers de Saddam et des membres d'Al-Qaïda, unis dans un même combat. Il y a un checkpoint, on fait demi-tour. Des laïcs et des radicaux, main dans la main. C'était une première dans l'histoire du djihadisme. Voici un de leurs QG. Un lieu secret dans une maison du village d'Abu Ghraib, à quelques centaines de mètres de la prison du même nom. Comme un défi aux Américains. Moi, je faisais partie de la garde républicaine de Saddam Hussein, jusqu'à la chute de Bagdad. Je suis devenu djihadiste 1 mois après l'arrivée des Américains. Ils tenaient à me montrer les films de leurs actions. Ces vidéos de propagande étaient elles aussi une première dans le monde du djihad. En diffusant ces images, leur but était d'attirer des financements et de nouvelles recrues dans leur rang, comme le groupe État islamique aujourd'hui. Ces hommes se sont tous rencontrés à la prison d'Abu Ghraib ou celle de Boka. En sortant de prison, que vouliez-vous que je fasse? Que je les embrasse? Que je leur fasse du thé? Si j'ai la force d'en tuer 10, avec l'aide de Dieu, j'en éliminerai 1000, même 1 million, sans hésiter. On va apprendre à nos enfants à tirer, car si on n'arrive pas à gagner la bataille, ce sont eux qui réussiront. Tu leur fais quoi aux Américains? La mutation des anciens officiers de Saddam Hussein vers le djihad était en marche. C'est ce qui va permettre la construction du groupe État islamique. Mais pourquoi ces anciens officiers de Saddam Hussein ont-ils rejoint les hommes en noir? À Tikrit, leur fief, tout le monde connaît la réponse. Mais ici, la règle d'or, c'est le silence.
J'ai rendez-vous avec le seul homme qui a accepté de m'en parler. Ce sont les soldats de sa tribu qui m'escortent jusqu'à lui. Il s'agit d'un ancien membre des renseignements de Saddam. Un général aujourd'hui à la retraite. Ce sont ses anciens camarades qui seraient aujourd'hui à la tête du groupe État islamique. C'est en prison que des extrémistes ont fait un lavage de cerveau aux officiers de Saddam. Ils leur donnaient des cours de religion selon leur interprétation. Ils aiguisaient leur haine contre l'occupation américaine. Quand ils sont sortis de prison, ils étaient totalement radicalisés. La prison de Boka et celle d'Abu Ghraib ont été les premières bases du groupe État islamique. À peine autoproclamé émir des djihadistes, Abou Bakr al-Baghdadi fait libérer ses anciens camarades de combat restés en prison. Une fête est même organisée en leur honneur en plein désert irakien. L'État islamique réunit ses troupes pour conquérir le territoire syrien et irakien. Le drapeau noir part à la conquête du Moyen-Orient. Aujourd'hui, Bagdad vit au rythme des attentats des djihadistes. Une semaine après mon tournage, un kamikaze s'est fait exploser faisant 47 morts et une centaine de blessés. Avant de quitter l'Irak, je retourne à la prison de Bagdad. J'aimerais savoir comment le groupe État islamique a réussi à obtenir autant de soutien auprès des populations civiles. Quelle stratégie a-t-il appliquée? Pour ce terroriste, les révolutions arabes étaient une aubaine. Si on prend l'armée libre syrienne, par exemple, elle ne faisait pas partie d'Al-Qaïda. L'État islamique a profité des révolutions et a fait en sorte d'allumer le feu. Au début, les manifestations étaient pacifiques. Bachar al-Assad a tué des civils et nous, on a exploité la situation. Vous voulez dire que vous avez utilisé les révolutions? Oui, on a profité de la fureur de la population pour transformer tout ça en guerre. Et du coup, on a recruté des gens, on les a financés et on a commencé nos actions. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter. On est partout dans le monde, même en Amérique. On ne s'arrêtera pas tant que le califat ne sera pas établi. Aujourd'hui, l'État islamique exporte sa terreur jusqu'à frapper au cœur de l'Europe. Les vrais perdants, ce sont les populations du monde arabe qui ont cru au changement. Et les combattants comme le Syrien Abu Saif, qui a pactisé avec les djihadistes avant de changer de camp. Ils persistent à croire au sens du mot démocratie. Tu veux venir avec nous à Raqqa? Oui. C'est possible? Bien sûr. J'espère qu'on arrivera bientôt à libérer les gens de Daesh. C'est dur pour les civils qui vivent encore à Raqqa. Vous m'avez l'air déprimé. Tu veux dire fatigué? Oui, je suis fatigué, mais pas physiquement. Je pense simplement à mon peuple, aux habitants de Raqqa, à mon pays, la Syrie. Daesh est aujourd'hui partout dans le monde. On a démarré notre combat contre le dictateur Bachar al-Assad avec des lance-pierres. Tu sais, ceux qui servent à attraper les oiseaux. Si on n'a plus de munitions, on reprendra ces lance-pierres.